Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des petites capitalisations boursières, le retour gagnant des small caps à l'issue de cet été 2021. On en parle avec Pierre Chang, gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance, qui est avec nous en plateau. Bonjour Pierre. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Effectivement, il semble qu'au cours de l'été, le retour en grâce des small caps soit un peu plus consacré, un peu plus sacralisé. Là, quand on regarde en tout cas les performances des indices small, on a vu que non seulement ils font jeu égal quand on prend l'indice parisien avec le CAC 40, mais on commence à dépasser d'une courte tête la performance des grandes capitalisations depuis le 1er janvier. Ah ben, l'été a été chaud pour les small caps puisqu'on a quand même le CAC Small, qui est l'indice un peu qui rassemble un peu toutes les valeurs moyennes françaises, fait plus 5,3%, enfin plus 5% sur l'été, juillet-août, ce qui est une belle performance. Et le CAC 40 qui fait la moitié moins. Donc la CAC 40, c'est vraiment les grosses valeurs françaises et fait moitié moins. Donc on est dans un tempo, je veux dire, pratiquement habituel pour les small caps. On retrouve le rythme de croisière qu'on avait un peu perdu. À chaque fois, on le rappelle avec vous. Je ne vais pas vous ramener sur l'année 2018, mais depuis cette année 2018 qui avait marqué un gros coup d'arrêt sur les small caps, tout à fait, on avait du mal à se dire, ça y est, elles ont franchement retrouvé leur rythme de croisière. Alors ça, vous le disiez, depuis le début de l'année, on est à jeu égal avec le CAC 40, donc plus 23% chacun, à peu de choses près. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment la période qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est quand est-ce qu'on a découvert quand est-ce qu'on a eu les premières informations sur le vaccin Pfizer, donc c'était le 9 novembre 2020. Bien sûr. Et là, sur le CAC Small, on fait plus 45 et sur le CAC 40, on fait plus 28. Donc là, on est encore sur une performance bien solide. Et si même on remonte un peu le point bas de 2020, qui était en mars, mi-mars à peu près, où on a vraiment les marchés ont touché le fond, là, le CAC Small, plus 115%. Et le CAC 40 plus 75. Donc on est encore là aussi sur une surperformance structurelle, c'est historique. Voilà, c'est tout à fait normal, je veux dire, pour les valeurs moyennes. Qu'est-ce qui s'est passé là sur la période estivale? Si on rezoome donc sur les 4-5% de hausse des small caps entre juillet et août, alors on décrypte beaucoup les rotations, contre-rotations de marché depuis plusieurs mois, la value en début d'année, et puis le retour vers des thématiques un peu plus de croissance. Et les small caps, semble-t-il, en ont profité. Quels ont été les grands mouvements sectoriels peut-être à signaler là sur le passé récent? Alors c'est vrai que quand les marchés montent, les small ont tendance à surperformer. Voilà, donc ça c'est le premier élément. Donc ça, quand les investisseurs sont confiants, ils aiment bien acheter, prendre davantage de risques, aller sur les petites valeurs. Ça c'est le premier élément. En plus on a collecté, les fonds spécialisés small cap ont collecté. Donc ça c'est toujours quelque chose qui favorise la surperformance des valeurs moyennes. Et ensuite si on rentre un peu dans le secteur, bon déjà premièrement sur le CAC 40, c'est en fait il y a une grosse dominante luxe. Donc c'est 15% du CAC 40 et vous avez parlé sur ce plateau, la Chine avec les propos des dirigeants chinois, etc. Le luxe, c'est un peu LVMH, Kering ont baissé, donc ça a été, franchement, c'est facile. Fatal pour le CAC, ça. Ça rend le CAC 40 plus facile à battre quand le luxe ne fonctionne pas. Et puis deuxièmement, dans le CAC Small, on a eu, dans les petites valeurs, on a eu les belles grosses industrielles, enfin grosses entre guillemets, pour des small, c'est gros, mais qui ont bien fonctionné, les bonnes grosses industrielles, donc on a qui pèsent lourd dans le CAC Small. Donc on a par exemple Manitou, qui a très bien marché, qui a fait plus d'une quinzaine de pourcents, des Richebourg aussi, plus 17, voilà, et ça a vraiment porté Idée Logistics aussi, bon, c'est de la logistique pour l'e-commerce, donc ça a aussi très bien marché, et ça a été des gros moteurs, voilà. Mais ça veut dire quand vous citez ces exemples-là, il y a toujours un appétit pour le cycle quand même, qu'on arrive à percevoir à travers les valeurs, les thématiques qui sont jouées sur le segment des small caps. En tout cas cet été, c'était le cas, ça a bien fonctionné, mais je veux dire, au-delà de cette performance, moi ce qui m'a vraiment marqué cet été, mais même sur cette période 2020-2021, c'est le retour des IPO sur la place de Paris. Et ça, je trouve, c'est un sujet, moi, qui me réjouit beaucoup en ce moment. Mais allons-y, Pierre, parce que ça fait combien d'années qu'on parle d'attrition de la cote? Plusieurs années, il y a plus de sorties que d'entrées chaque année depuis très longtemps sur le marché parisien. Pour la première fois en 2021, on aura plus d'entrées que de sorties, sans doute. Alors, moi, j'aime bien regarder la période 2021-2020 parce qu'on peut dire que ça fait un bloc parce qu'il y a la crise et la remontée de la crise, la sortie de crise. Voilà. Donc là, on a une période, je trouve, qui est intéressante à observer. Sur cette période, en tout cas, à fin août, on a 49 introductions en bourse. Voilà.
Donc c'est pas mal quand même. Hein. Ah bah oui. Et on a 36 sorties. Donc ça fait un solde positif de 13. Hein. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais à Paris, sur les small, pour les boîtes cotées entre 10 millions d'euros de capitalisation et 5 milliards, il y en a 635 de sociétés à Paris. Vous voyez, donc 13, bon, c'est pas beaucoup, mais au moins c'est positif par rapport aux années précédentes. Comme vous le disiez, c'était... voilà. Et aussi, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la place parisienne, elle est assez dynamique parce qu'on a 635 small cap contre, il y en a 70 de moins en Allemagne, par exemple. Il y en a 280 de moins en Italie. Il y en a 400 de moins en Espagne. Donc, on a la chance d'avoir un écosystème de small cap. C'est souvent par rapport à l'Allemagne, on dit, ouais, bah, eux, ils ont le Mittelstand, donc ils ont plein de valeurs. Oui, mais dans la côte, quand on constate, il y a beaucoup plus de valeurs moyennes en France. Donc, ça, je trouve maintenant, le fait on a un marché plus profond, exactement, plus large que les autres marchés européens. Alors, après, la place qui fait foi là, sur ce créneau, c'est Londres, hein, parce que là-bas, il y a 1400 sociétés small cotées, donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, sur le continent, on est la place de prédilection pour investir sur les small caps. Voilà. En Alors Europe même, on peut le dire. Oui, non mais voilà, tout à fait. Dans l'Union européenne, on va dire. En Europe, désormais, c'est comme ça. Oui, mais allez-y, qu'est-ce que vous retenez de cette dynamique alors? Donc, si on rentre un peu dans le détail, en fait, ce qui s'est passé sur 2020-2021, c'est qu'on a eu début 2020, avant vraiment que les choses se gâtent sur le front sanitaire, on a eu quelques IPO qui ont bien fonctionné. Donc là, on a eu Polic, Monnery, on a eu Nacon aussi. Ça a été des beaux parcours. Ensuite, on a eu un espèce... Donc, une fois que la pandémie est arrivée, on a eu un trou là jusqu'en octobre. Et là, de octobre 2020 à février 2021, là on a une séquence d'introduction en bourse très dynamiques, qui ont bien fonctionné, donc notamment Ecomiam, hein, c'est un petit Picard hein, qui est plus 30%. Surgelé près de chez vous. Voilà, donc ça a très bien fonctionné. Et ensuite, avec la seconde vague, on a eu... ce qu'il faut voir, c'est qu'un process d'IPO, ça peut prendre 6 mois. Vous voyez, donc on prend une décision, puis la société elle arrive en bourse 6 mois plus tard. Et souvent, le problème, c'est que quand on prend la décision, quand les dirigeants prennent la décision, ils ne savent pas comment les marchés seront dans 6 mois plus tard. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, le T3 2020, le troisième trimestre 2020, on avait vu vraiment l'économie qui repartait, etc. Donc là, beaucoup d'entreprises ont décidé de s'introduire en bourse et ces introductions sont arrivées en mars 2021. Vous voyez Et là, on a eu une espèce d'embouteillage. En fait. On a eu, voilà. Et donc, c'est un peu les caractéristiques de 2021. C'est vraiment de mars à aujourd'hui, on a eu une overdose d'IPO. On a vraiment eu l'indigestion. C'était beaucoup trop. Et donc là, on va dire, les 10 dernières IPO, aujourd'hui, en bourse, se comportent mal. Parce que, de mon point de vue, c'est principalement cette histoire d'indigestion. Et je dirais vraiment le cas emblématique, c'est Believe. Donc Believe, c'est un label indépendant, un peu nouvelle génération pour les industrie musicale. Exactement. Positionnement B2B, c'est ça. C'est ce qu'ils ont eu du mal à expliquer. C'est pas Deezer ou Spotify. Non. C'est autre chose. Alors, donc eux, par exemple, vous êtes un artiste, vous faites un album, vous avez 3 chansons, vous pouvez la mettre sur la plateforme Believe. Et Believe va vous distribuer sur Deezer, Spotify, etc. partout. Et donc contre quelques euros, vous voyez. Donc c'est ça, c'est ça le métier de Believe et c'est un peu disruptif par rapport à des UMG et Warner, etc. Donc c'est là où il y avait vraiment un attrait. C'est comme 1,7 milliard de capitalisation en bourse. Donc c'est une belle small cap. Et donc ce titre s'est fait lyncher à l'introduction en bourse. Et de mon point de vue, ça a été vraiment à cause de cette indigestion. C'est même tombé 30% en dessous du cours d'IPO. Et là, aujourd'hui, on est revenu... Le signal de l'overdose, quoi. Voilà. Pour moi, c'était vraiment ça. Et aujourd'hui, on est revenu. Donc là, pendant l'été, ce titre a remonté. Et là, maintenant, on est à 5% en dessous du cours d'introduction en bourse. Donc c'est pour ça que le message que je voulais dire donc, aux gens qui regardent, que ce soit des dirigeants d'entreprise, des salariés, etc., c'est... Voilà, il faut investir en bourse. Maintenant, il faut... Un procès d'introduction en bourse, c'est pas évident. Et il faut faire attention parce que souvent, une introduction en bourse, on vous vend une histoire et il faut avoir un sens critique développé pour ne pas tomber dans le panneau. Voilà. Parce que parfois, on vous vend des histoires qui sont peut-être un petit peu trop. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je vous encourage. Il faut le dire aussi, Pierre, c'est souvent aussi, je vais pas dire essentiellement, mais une porte de sortie pour les investisseurs de la première heure. Ça arrive aussi. Et donc, évidemment, souvent quand même. Et donc, il faut calibrer l'histoire, effectivement, pour que la porte de sortie soit la plus belle possible pour les fonds ou les investisseurs qui ont accompagné l'entreprise dans sa croissance en dehors des marchés cotés pendant parfois des années.
Ah, tout à fait. Non, mais c'est tout à il fait faut juste. avoir en tête Voilà. Donc un process schéma-là IPO, aussi, c'est un process particulier et il faut, moi je conseille aux gens qui veulent le faire pour la première fois ou au début de se faire accompagner, mais ensuite il faut bien comprendre la psychologie d'une introduction en bourse et comment ça se passe. Voilà, on essaye vraiment de vous convaincre d'en participer. Parfois il faut le faire, parfois il ne faut pas le faire et c'est voilà, il faut avoir un sens critique. Et oui. Et alors, comment vous choisissez-vous en tant qu'investisseur professionnel chez Tocqueville Finance? Est-ce que vous avez une règle, alors à laquelle on peut déroger d'ailleurs? Je fais systématiquement un peu de primaire sur les introductions en bourse du moment. Je ne fais jamais de primaire et j'attends. Et des investisseurs small cap me le disent. Moi, je fais jamais de primaire. J'attends minimum 6 mois, voire 1 an de track record boursier, voir le comportement boursier de l'entreprise, voir la communication, parce que des boîtes qui sont rentrées, qui sur le premier trimestre publié nous font un warning 3 mois après. On en a plein des histoires comme ça. Voilà, mais il y a aussi des histoires fantastiques. Et il y a aussi, et donc voilà. Mais c'est quoi la qu'il faut règle alors pour vous? Alors déjà, première règle. Tout à l'heure, je vous ai dit 49 introductions en bourse sur les 2 dernières, depuis le 1er janvier 2020. Sur ces 49 introductions en bourse, il y en a 23 qui sont dans le marché libre. Alors marché libre, ce n'est pas réglementé par l'AMF, ce n'est pas réglementé par le droit des OPA et le droit des minoritaires. Je veux dire, c'est la porte d'entrée pour une cotation standard avec la transparence nécessaire pour bien comprendre. Donc, nous, en tant que professionnels, aujourd'hui, dans les fonds qu'on gère, on limite l'exposition au marché libre. On ne va pas sur le marché libre. Très bien, pour être clair. Donc, c'est quand même 23, c'est pratiquement la moitié des IPO. Hein, donc, il faut aussi... voilà. Ensuite, sur nous, notre lecture, c'est... Nous, on est des investisseurs et il faut investir. On est là aussi pour soutenir le tissu de PME françaises. Voilà. Donc ça, c'est notre rôle en tant qu'investisseur. Et c'est pour ça qu'on regarde chaque IPO dans le détail. Et à chaque fois, et donc, dans les PME, il faut vraiment bien comprendre le management. Et donc, je suis d'accord, un management qui vous dit quelque chose, une histoire, et qui, 3 mois plus tard, vous fait un warning, ça, pour nous, c'est... Alors là, ça, c'est le pire qui peut nous arriver. Donc, on discute beaucoup avec les dirigeants pour ne pas se retrouver dans cette situation. Alors après, on ne peut pas exclure toutes les situations, mais on réduit le risque, on essaie de réduire le risque au maximum. Ensuite, nous, ce qu'on aime, c'est, pour nous, notre philosophie, c'est de dire, on est dans un environnement de disruption. Voilà. Donc, les small disruptent les grandes. Voilà. Et donc, on cherche des disrupteurs. Et Believ, pour nous, c'est un disrupteur. Et là, sur les IPO que je viens de citer, là, il y en a au moins 5-6, c'est des potentiels disrupteurs français et qu'il faut soutenir, à notre avis. Voilà. Après, il y a des grandes histoires boursières qui ont très mal commencé. J'en veux pour preuve l'introduction en bourse de Facebook dans un univers totalement dans une autre mesure. Mais ça avait été une catastrophe. Bon, voilà, le parcours, parcours boursier de Facebook. C'est aussi peut-être une recommandation. Rien n'est immuable. Quand on fait un choix, quand on arrive à se forger une conviction sur l'introduction en bourse, il faut essayer, dans la mesure du possible, de rester convaincu et ne pas céder à la volatilité court terme. Et c'était le cas sur Believ. Et donc Believ publiera mi-septembre et ça sera peut-être un des moments de vérité pour ce début en bourse. Voilà. C'est un peu remonté, Believ, après le début Qatar, là, on est 5-6% en dessous du cours de bourse, du cours de l'introduction de l'IPO. Donc, on est revenu. Donc, on va remettre les compteurs à zéro. Alors, ça serait bien. Voilà, ça serait intéressant. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Avec plaisir. On suivra ça avec vous. Merci beaucoup, Pierre. Merci d'être venu nous parler de ce marché des small caps, ce segment des small caps que vous connaissez particulièrement bien. Vous êtes gérant de portefeuille chez Tocqueville Finance. Pierre Chang, qui était avec nous dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Ainsi se termine cette émission. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.